pas de panique, dossier OVNI. Dossier OVNI. Hier, Jean-Claude Bourret, vous nous avez fait écouter un témoignage assez important, un témoignage passionnant, celui du lieutenant-colonel Valnet, qui racontait comment, une nuit de 1965, un cultivateur, M. Masse, a pu apercevoir non seulement un OVNI, mais également deux extraterrestres. Deux extraterrestres qui auraient employé contre lui un rayon paralysant. Alors, dans toutes les enquêtes, il y a toujours des contre-enquêtes. Et cette contre-enquête, eh bien, elle a été menée par une personne que vous allez nous présenter ce soir, Jean-Claude, pour le 26e élément de ce dossier OVNI. Pas de panique. Eh bien, ce n'est pas exactement une contre-enquête qu'a voulu faire M. Chotard. M. Chotard, je vous le précise tout de suite, est magistrat et il est conseiller à la Cour d'appel de Lyon. Ce n'est pas une contre-enquête car il n'a pas voulu prouver que les gendarmes, et notamment le lieutenant-colonel Valnet, dont vous avez entendu le témoignage hier, que les gendarmes s'étaient trompés. Non, il a simplement voulu vérifier si toutes les conclusions des gendarmes étaient vraiment fondées, car il faut reconnaître que ces conclusions sont assez extraordinaires, dans la mesure où le lieutenant-colonel Valnet a dit qu'il lui paraissait tout à fait évident, à l'issue de son enquête, que réellement M. Masse avait vu quelque chose d'extraordinaire. Voici donc aujourd'hui, et 2 mois plus tard, c'est-à-dire que l'enquête que vous allez entendre a été réalisée 2 mois après celle du lieutenant-colonel Valnet, voici donc l'enquête de M. Chotard, magistrat et conseiller à la Cour d'appel de Lyon. Alors, voici le récit que m'a fait M. Masse, dont je vous donne lecture. Je me trouvais, me dit-il, le 1er juillet 1965, vers 5h30 du matin, comme j'en ai l'habitude, dans mon champ de lavande, un peu au nord de Valençol, près de la route d'Oraison. Je n'avais pas encore mis en marche mon tracteur, arrêté derrière un petit monticule de 2 mètres de haut environ. J'allais le faire, et j'allumais une cigarette, quand j'entendis un sifflement dont je ne localisais pas l'origine. Je sortis alors de derrière le petit monticule qui me dissimulait et vis à 80 ou 90 mètres de moi environ un engin de forme bizarre qui s'était posé dans mon champ. J'avais d'abord pensé à un hélicoptère, mais je me rendis vite compte que ce ne pouvait en être un. En effet, j'avais trop l'habitude de ces machines de l'armée qui, en difficulté ou non, atterrissent souvent sur mon champ ou à côté. Je ne manque pas chaque fois d'aller m'entretenir avec les pilotes, lesquels bien souvent sont des chasseurs comme moi. M. Masse, en effet, est un chasseur bien connu de la région. Mais cet engin, ressemblant à un gros ballon de rugby, gros comme une dauphine, surmonté d'une coupole, reposant sur 6 béquilles, qu'est-ce que ça pouvait bien être? Peut-être, pensais-je, me dit M. Masse, un engin expérimental. Je m'avance néanmoins de pas tranquille à travers les jeunes plants de lavande qui couvrent mon champ. Et j'aperçois tout près de l'engin 2 petits êtres ayant apparence humaine. Ces êtres étaient tous les 2 à terre. Ils étaient accroupis. L'un me tournait le dos, l'autre lui faisait face. Il regardait, me semble-t-il, un plant de lavande. Lorsque je suis arrivé à 7 mètres d'eux, celui qui était tourné dans ma direction m'a alors aperçu. Il a dû faire un signe à l'autre, je suppose. Tous 2 se sont alors levés. Et celui qui avait le dos tourné a fait face vers moi et a fait un geste du bras droit et de la main dans laquelle j'ai distingué un objet. À ce moment, j'ai été immobilisé, sans pouvoir faire un seul mouvement. Je ne ressentais rien, n'étais pas engourdi, ni contracté, simplement, je ne pouvais faire aucun geste, ni remuer tête, bras, jambes et corps. Ces 2 êtres n'atteignaient pas 1 mètre de hauteur. Ils avaient une taille sans doute au-dessous d'1 mètre. Ils avaient une tête en forme de potiron d'un volume égal à 3 fois la tête d'un homme normal. Ils avaient des oreilles assez grandes, pas de menton, un trou rond à la place de notre bouche, des yeux qui m'ont paru ressembler aux nôtres, mais sans sourcils. Ils avaient un grand crâne sans aucun cheveu. Leur peau était lisse, sans barbe. Leur teint ne m'a pas frappé. Il se rapprochait de celui d'un homme blanc. Leur carrure était à peine plus large que leur tête. Ils avaient des bras et des jambes. Je ne peux pas dire que je distinguais des doigts, sauf le pouce de celui qui a fait un geste vers moi et qui m'avait immobilisé. J'ai distingué aussi le pouce de ces 2 êtres quand ils sont montés dans l'appareil. Ils avaient des petites mains
et je n'ai pas distingué les doigts autres que le pouce. Je n'ai pas fait attention à leurs pieds. Ils étaient vêtus d'une combinaison assez foncée, d'une seule pièce, m'a-t-il semblé. Ils avaient au côté gauche une sorte d'étui assez petit, et à droite un autre étui plus volumineux. J'ai très bien distingué que celui qui m'avait immobilisé remettait ensuite dans l'étui porté à gauche l'objet qu'il avait braqué sur moi. Ces deux êtres sont restés quelques minutes à discuter en me regardant la plupart du temps. J'ai remarqué que leurs yeux bougeaient et j'entendais une sorte de gargouillement provenant de leur gorge certainement. J'ai oublié d'indiquer qu'ils n'avaient presque pas de cou. Leur tête était rentrée dans les épaules. Ils semblaient se moquer de moi. Leur attitude ne me faisait pas peur, car je n'avais pas l'impression qu'ils me voulaient du mal. Le fond de l'appareil, il veut dire la base sans doute, était à 50 ou 60 cm du sol. Au-dessus de l'appareil, il y avait un dôme transparent, comme si ça avait été du plexiglas. La hauteur de l'engin pouvait être d'environ 2,50 m. Au bout de 4 à 5 minutes, les deux personnages ont grimpé dans l'appareil en s'aidant de la main droite, puis de la gauche. Ils sont montés avec agilité. L'ouverture faisait un tout petit peu plus que leur carrure et était un tout petit peu plus haute que leur taille. J'estime que la largeur de cette entrée aurait obligé un homme à se mettre de travers pour pouvoir passer. Une fois monté, une porte à glissière, montant de bas en haut, ressemblant à une porte de meuble classeur, s'est refermée, d'une façon qui m'a semblé automatique, aucun d'eux n'ayant mis la main pour l'actionner. Je les ai distingués alors derrière le dôme. J'ai entendu un bruit sourd qui a duré peut-être 2 ou 3 secondes, tandis que l'appareil se soulevait de 50 cm à 1 mètre. Le tube qui se trouvait sous l'appareil est sorti de terre et les 6 pieds se sont mis à tourner. Je n'ai pas distingué la longueur du tube. Il n'y a eu ni fumée sortant du tube, ni poussière soulevée par l'appareil. J'ai distingué le moment à partir duquel les pieds se sont mis à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Tandis que les deux êtres me faisaient face, l'appareil est parti en arrière dans la direction de leur dos. Il s'est élevé dans l'oblique, dans la direction que je puis préciser entre Volx et Manosque, de localité du département des Alpes de Haute-Provence. Il allait plus vite qu'un avion à réaction au décollage. Je l'ai suivi pendant 15 ou 30 mètres, puis je ne l'ai plus vu. Je connais parfaitement la vitesse de décollage d'un avion en réaction, puisque je vais souvent à Gien et que je vois décoller des avions de cette catégorie d'un aérodrome se trouvant à proximité. Je ne pouvais bouger ma tête, mais ma vue portait jusqu'aux collines de Volx, qui sont à une dizaine de kilomètres à vol d'oiseau. Je suis resté immobilisé encore assez longtemps après le départ de l'engin. J'estime pendant 15 minutes. Ceci évidemment contre ma volonté, et j'ai eu peur de rester si longtemps sans pouvoir bouger. Puis j'ai pu remuer des mains, et presque immédiatement tout le corps et les membres comme avant. Voici la première partie du récit que m'a fait monsieur Mas. Vous avez longuement discuté avec monsieur Mas. Est-ce qu'il vous a donné l'impression d'être un homme solide, d'être un homme sérieux? Ah, tout à fait. J'ai eu tout à fait l'impression de me trouver en présence d'un homme solide et sérieux, et lui-même a certainement été très traumatisé par l'aventure qui lui était arrivée. Vous l'avez vu presque 2 mois après? Je l'ai vu presque 2 mois après, mais il m'a expliqué que tout de suite après, n'est-ce pas, lorsqu'il a pu bouger, n'est-ce pas, et se libérer de ces chaînes invisibles, eh bien, il ne savait plus du tout où il en était. Il est remonté sur son tracteur, et là, il allait dans tous les sens, abîmant les plants de son champ de lavande. Et alors, finalement, il s'est arrêté, et il est allé à Valençol, n'est-ce pas, dans la localité, pour raconter à un de ses amis ce qu'il avait vu. Est-ce qu'il a été malade? Est-ce qu'il y a eu des troubles après? Comme il n'a pas eu de troubles, non. Je signale simplement, n'est-ce pas, que à partir du 3e jour qui a suivi l'incident, il lui fallait beaucoup de sommeil. Pendant les 15 jours ou 3 semaines qui ont suivi, eh bien, il lui fallait 15 à 16 heures de sommeil par jour, alors qu'habituellement, il se contentait de 6 heures. Médicalement, on n'a pas pu l'expliquer? Non, on n'a pas pu l'expliquer.
Et à l'endroit de l'atterrissage, est-ce qu'il y avait des traces? Alors, à l'endroit de l'atterrissage, il y avait des traces, bien sûr. Ces traces ont été relevées, ont été d'ailleurs constatées par l'ami qu'il est allé prévenir, qui est allé voir immédiatement les traces en question. Alors, il s'agissait d'une cuvette, n'est-ce pas, de très faible profondeur, mettons 2 ou 3 cm, avec un trou au milieu, un trou de 18 cm de diamètre environ, et M. Masse a parlé d'un trou de 40 cm de diamètre et de 80 cm de profondeur. Lorsque les gendarmes sont venus constater, il y avait eu déjà des gens qui étaient venus, qui avaient piétiné, et les gendarmes n'ont constaté qu'un trou de 40 cm de profondeur, un trou cylindrique de 40 cm de profond et de 18 cm de diamètre. Et ce trou, n'est-ce pas, ce trou cylindrique, se trouvait à la section de ligne droite, n'est-ce pas, qui se coupait au niveau de ce trou en forme d'X, d'une longueur de 2 mètres environ. Alors, votre impression à travers tous ces témoignages? Moi, mon impression, alors, c'est que je suppose que, sans pouvoir pour autant l'affirmer, qu'il semble s'agir d'êtres qui viendraient d'une civilisation extraterrestre. Monsieur Chotard n'écarte donc pas l'hypothèse d'une vie extraterrestre. Nous aurons certainement l'occasion, au cours de ce dossier OVNI, de parler des possibilités de vie ailleurs que sur la Terre. En attendant, demain, nous aurons pour le 27e dossier de Pas de panique, le témoignage oculaire. Le témoignage de celui qui était là, ce jour de 1965, de celui qui a vu, c'est-à-dire de ce cultivateur, Monsieur Masse. Exactement. Nous aurons donc Monsieur Masse. J'ai réussi à retrouver sa trace. Il a bien voulu m'accorder une interview par téléphone. Il faut vous dire que Monsieur Masse a été importuné dans des proportions absolument extraordinaires par les journalistes qui sont venus l'ennuyer dans sa ferme, qui ont raconté sur lui un petit peu n'importe quoi. Et depuis 5 ans, Monsieur Masse ne veut plus voir personne. Néanmoins, il a accepté de me répondre par téléphone et de préciser pour les auditeurs de Pas de panique ce qu'il avait vu ce matin-là du 1er juillet 1965. Monsieur Masse, demain, dans le 27e dossier OVNI. Et puis, n'oubliez pas, vendredi, nous répondrons à vos questions avec comme invité vendredi Jean-Claude Bourret. Monsieur Jean-Claude Ribes, qui est astrophysicien et polytechnicien, qui répondra à toutes vos questions sur les probabilités de vie extraterrestre et les possibilités de contact avec d'autres civilisations. Pas de panique, dossier OVNI.